Donc, on va utiliser un petit documentaire là, que j'ai décoté. Donc, on va pouvoir le commenter donc, ensemble, tranquillement, et tout simplement découvrir qui était ce psychopathe meurtrier, violent, mais intelligent, que fut Staline. Donc, petite soirée un peu étude. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour cette petite soirée historique sur Histoire Explore. Est-ce qu'il faut que je mette plus fort? Donc là, on a des images de propagande. Hein. Dès que la mort de Staline est connue, alors, elle ne sera pas connue tout de suite, sa mort. Hein. Ça va prendre quelques jours. Hein. Parce qu'on ne sait pas comment faire pour faire la transition. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez la différente figure. Alors, c'est sûrement des films de propagande. Hein. Donc, qui sont... là, on voit que c'est quand même bien de la bonne mise en scène, là, quand même. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu, en fait, dans ces images de propagande, vous avez déjà une présentation de ce qu'est l'URSS, ou l'Union des républiques socialistes soviétiques. C'est-à-dire une union de différentes républiques d'Asie centrale, d'Europe. Donc, enfin bref, il y a un mélange de populations qui se voit notamment dans le visuel des images de propagande. Notamment, on avait des visuels plutôt d'Asie centrale, des aspects physiques plutôt de populations d'Asie centrale dans le milieu du documentaire qui a été présenté à l'instant. Le 5 mars 1953, Staline meurt. Le culte de la personnalité est alors à son apogée. Pour le Parti communiste de l'Union soviétique, pour les partis frères, pour tous les communistes. La montgolfière Staline. Le guide immortel de l'humanité. Alors, là, vous avez vu comment ils l'ont surnommé le Void, qui veut dire le guide. Et ça, c'est un point commun qu'on retrouve dans d'autres régimes dits totalitaires. Alors, la notion de totalitaire, de régime totalitaire, de nos jours, elle est fortement critiquée par des historiens, notamment Chapoutot, qui est un historien spécialiste du nazi, un historien français, qui, pour lui, justement, ce terme totalitaire est un terme qui est plutôt politique et qui a été utilisé au départ pour décrédibiliser les mouvements communistes dans les années 50. Et c'est un concept qui est philosophique à la base, le totalitarisme, notamment qui a été porté par Hannah Arendt, donc qui est une philosophe allemande, qui voulait faire des ponts en fait et des lectures, une grille de lecture commune entre les trois régimes dits totalitaires, le fascisme, le nazisme et le stalinisme ou le communisme. Et ce concept de totalitarisme, voilà, est un concept donc qui est à la base philosophique et pas forcément historique. Il a été introduit dans les programmes français, ce terme de régime totalitaire, notamment programme de 3e, dans les années 80, où porté notamment par Furet, donc, qui est un historien français, un ancien communiste qui a rompu avec le Parti communiste, donc une histoire un peu compliquée, qui est un grand spécialiste de la Révolution française, qui lui mettait en avant justement ce concept-là, et ça a été finalement, ça s'est diffusé dans les programmes scolaires en tant que tel. Et en fait, qu'est-ce qu'on met derrière le régime totalitaire? C'est-à-dire, est-ce que c'est une pratique du pouvoir? Quel est le rôle qu'a le régime vis-à-vis de l'État en particulier? Il y a tout un concept qui est derrière. Et pour le cadre de Staline, un des points communs quand même, c'est qu'on le surnomme le guide en fait, ou le petit père des peuples aussi, c'est un peu kawaii, c'est un peu you-you, ou le petit père des peuples. Mais le guide en fait, c'est exactement le même terme qu'on a en allemand, le Führer, donc que portera Hitler, ou le Duce en italien pour Mussolini. Et donc Staline était le Vogue, le guide. Alors. Lui qui, avec Lénine, incarne l'idéal révolutionnaire. J'adore l'idéal révolutionnaire avec les canons qui tirent derrière. Pour le monde entier, il est celui qui a stoppé les armées nazies à Stalingrad. Celui qui a transformé l'URSS en superpuissance. Alors là, c'est vrai qu'il y a un élément que va mettre en avant, bien sûr, la propagande communiste. Hein, c'est que l'URSS, entre 1929, début des collectivisations des terres qui vont être une catastrophe agricole, avec une création de famines qui vont être gigantesques en URSS et surtout en Ukraine. Entre 1932 et 1933, il y a 4 millions de personnes au bas mot qui vont mourir de famine volontaire par Staline pour détruire la paysannerie, hein, c'est-à-dire pour prendre le contrôle de ces terres agricoles qui ont été données aux paysans russes, mais ukrainiens également, après la révolution d'octobre en 1917. Et donc Staline qui veut que l'État contrôle ces terres agricoles.
en plaçant ces paysans dans des fermes collectives qu'on appelle les kolkhozes en russe. Ça va être un désastre économique parce que simplement les paysans ne veulent pas y aller. Ils vont résister. Staline va déchaîner une montagne des répressions monstrueuses vis-à-vis de ces paysans-là, en essayant de monter les paysans les uns contre les autres, en indiquant qu'il y a des profiteurs qu'on va appeler les koulaks, et donc qui vont être décimés littéralement, et donc le paysan, mais aussi sa famille, voire même carrément le village, avec razzia sur les cultures, destruction des cultures, etc. Et donc la paysannerie qui certes va être domestiquée et va être matée par ce biais-là, mais avec un impact économique abominable, à tel point que l'URSS est obligé d'importer du blé des États-Unis. Donc ça fout mal quand même, pour un pays qui a des quantités de ressources agricoles, soit dit en passant. Mais cependant, Staline, après cette collectivisation, met en place l'industrialisation à marche forcée de l'URSS. Donc il y avait déjà un noyau industriel dans l'Empire tsariste, hein, ils ne sont pas partis de zéro, il y avait déjà des industries, il y avait déjà des usines, mais sauf qu'il y avait quand même un retard par rapport aux autres puissances européennes, voire vis-à-vis des États-Unis. Et donc en 10 ans, de 1929 à 1939, il y a une montagne de capitaux qui sont investis justement dans l'URSS pour rattraper ce retard. On a des villes ouvrières, mais des villes gigantesques, hein, avec des milliers d'ouvriers qui travaillent dans ces usines, donc des aciéries, la sidérurgie, la métallurgie. Et en 10 ans, l'URSS devient la 3e puissance industrielle du monde en 1939. Cependant, là c'est le petit astérix comme dans les petits contrats, tu sais, qu'on lit jamais, hein, au prix donc, de combien de vies humaines et d'écosystèmes complètement ravagés, hein, par cette politique industrielle stalinienne de marche forcée en 10 ans, c'est-à-dire on est sur une logique de prédation en fait, de l'environnement et on se sert sans penser aux conséquences futures. Voilà. Mais ça, c'est un élément que l'URSS va poursuivre. Hein. Souvenons-nous Nikita Khrouchtchev, qui sera le successeur de Staline, qui va développer au Kazakhstan la culture du coton dans un endroit désertique. Mais ça tombe bien, il y a une mer juste à côté. Ben il y a un lac, pardon, des nappes phréatiques. On va les utiliser. Et sauf qu'on les a surutilisés. Et résultat, maintenant, vous avez un désert dans cette zone-là, près de la mer d'Aral, si je me souviens bien. Donc, cependant, la propagande communiste met en avant, bien sûr, ce succès industriel de Staline. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas, écoutez, si vous venez d'arriver et c'est l'heure d'une petite tisane, je vous la sers, hein, bien volontairement. Allez, on est reparti. Oh, le film de propagande. Qui a donné à l'idée communiste un rayonnement sans précédent. L'image et le nom de Staline s'affichent partout, des steppes sibériennes jusqu'aux capitales occidentales. De la Provence à la Flandre. Alors la France a été une terre d'amour de Staline. Hein. C'est de partout vers Paris que va l'amour pour Staline. Cadeau 70e anniversaire. Pourtant des... Alors, pour vous dire, cet amour, il va tellement loin pour Staline que vous avez des villes en France qui ont des boulevards Staline, etc. Et petite anecdote, la ville de Toulon, très belle ville portuaire de Toulon, avait un boulevard qui s'appelait le boulevard Staline. Donc quand les crimes de Staline ont été connus et ont été colportés suite au congrès, au rapport secret du camarade Khrouchtchev, donc son successeur, dans les années 60, en 60-61, beaucoup de villes ont débaptisé ce boulevard Staline pour le transformer en boulevard Stalingrad. C'est peut-être pour ça que dans votre ville, vous avez peut-être un boulevard Stalingrad en rapport avec la grande victoire des armées soviétiques contre l'armée nazie. Bonsoir Stick Tac Dream, j'espère que tu vas bien. Écoute, soirée histoire. Et on va voir un moustachu géorgien. Donc au début, on a fait un petit récapitulatif de qui était Staline durant sa jeunesse. Bon, n'hésitez pas à voir le replay si ça vous intéresse. Donc là, c'est un documentaire sur la mort de Staline. Les témoignages existent depuis les années 30 sur les purges, les arrestations arbitraires, les camps de travail. En 1953, le Goulag détient 2 500 000 prisonniers dans des centaines de camps. Alors quand je vous disais tout d'abord l'aspect prédatrice de l'industrialisation soviétique, là vous avez une illustration déjà en une image. Hein, et ces prisonniers qui étaient placés dans ces camps, donc dénommés en russe Goulag, hein, alors qui veut dire administration spéciale, quoi, ou administration des camps, je me souviens plus exactement la traduction exacte du terme Goulag, Goulag avec un G. Hein. En fait, c'est isoler ces mauvais citoyens, les amener dans des territoires les plus isolés possibles, même si autour de Moscou, on a quand même un certain nombre de camps qui existent, Moscou étant la capitale. Hein. Et ensuite, on a toute une administration des camps qui se développe dans des zones qu'on va vouloir aménager par ce travail forcé, bien sûr, des prisonniers du Goulag. Le but n'est pas forcément de les tuer, d'ailleurs.
c'est un système qui est très vicieux. C'est-à-dire que vous êtes déporté et placé dans ces camps-là pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, et ensuite on vous fait revenir. Donc vous avez un certain nombre de personnes qui reviennent. Et pour vous montrer que le système concentrationnaire soviétique est quand même énorme, entre 1927 et 1953, donc date de vraiment la prise de pouvoir de Staline, jusqu'en 1953, sa mort, dites un chiffre dans le chat, on va voir si vous êtes des bons. Combien d'après vous il y a eu de soviétiques, hommes et femmes, hein, et qui sont passés par ces camps? Dites un chiffre. Là, on vous dit en 53, il y en avait encore 2 millions dans les camps. Pour vraiment comprendre ce que représentait ce système-là. Et le but, une fois qu'on les fait revenir, bien entendu, c'est pour faire peur. Pour ceux qui ne sont pas partis, de leur dire attention, tu as vu ce qui lui est arrivé. Et pour ceux qui y sont allés, de leur dire toi, tais-toi, parce que tu vas pouvoir y retourner. Donc d'après vous, combien? Allez, à la louche comme ça. Le doigt levé. Est-ce que vous avez une petite idée? Alors après... ah bah tiens, on a un Wizbot qui vient de Russie. Bravo. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a mis en balance le modèle américain soviétique. Chacun faisait son choix. Ouais, pas tellement le choix dans les pays qui étaient sous contrôle de l'armée rouge. Donc, le chiffre exact, c'est 18 millions de personnes. Il y a eu 18 millions de soviétiques qui sont passés par ces camps-là, de travail en particulier. Donc, on est sur des chiffres qui sont astronomiques. Et donc, quand il est mort, Staline, il y en avait déjà 2 millions qui étaient toujours dans ces camps. 10 millions, Tic-Tadrine, c'est pas loin. T'étais pas loin. La société est étroitement surveillée, embrigadée. La création artistique est censurée, soumise à la doctrine du réalisme socialiste. La peur est partout. Alors là, vous avez là, ça me fait penser à une anecdote qui est folle dans le régime stalinien. Vous avez un moment un congrès du Parti communiste en fait où vous avez donc Staline qui fait un discours très court, etc. Et puis ensuite, le discours se termine et les gars commencent à applaudir. Et en fait, ils applaudissent, mais en fait, ils savent pas quand il faut s'arrêter. Et donc tout le monde continue à applaudir. Et donc les applaudissements durent 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et tout le monde continue à applaudir. Et bien sûr, il faut montrer qu'il faut applaudir avec engouement. Donc les gens commencent à applaudir, ont les mains qui commencent à rougir, commencent à avoir mal aux mains, mais surtout ne pas s'arrêter, parce que bien entendu, dans ce congrès du Parti communiste, vous avez le NKVD, la police politique, qui observe et qui regarde ceux qui vont arrêter d'applaudir. On est vraiment dans un système complètement fou. Et à un moment, vous avez un monsieur d'un certain âge qui n'en peut plus, en fait, et qui arrête d'applaudir et qui tombe de fatigue et finit par se rasseoir. Et là, finalement, tous les autres commencent à faire pareil, arrêtent d'applaudir et s'assoient. Et bien lui, hop, direction le goulag. Et dans l'entretien qu'il a eu avec l'agent du NKVD, l'agent lui a dit la prochaine fois, tu n'arrêteras pas d'applaudir le premier. Donc on est vraiment dans un système de peur généralisée. Et tout comportement suspect vous conduit automatiquement à l'exil ou à être assassiné. Staline fait peser une menace incessante sur ses plus proches collaborateurs. Et pourtant, sa mort ne provoque aucun soulagement. Bien au contraire, elle jette les soviétiques dans le désarroi. Alors oui, non, il y a eu quand même des scènes de pleurs. Est mort, mais la Russie n'en a pas fini avec Staline. Ses successeurs, à la tête du pays, vont devoir vivre avec la mémoire douloureuse de ce passé brutal. Ça va Gorbatchev, ça. Et faute de le regarder en face, ils vont laisser le spectre de Staline planer sur le destin de la Russie et du monde. Le dernier en particulier. C'est l'hymne soviétique, ça. Allez, défilé de la place rouge. Alors si vous avez été assez vieux pour vous en souvenir, chaque année on y avait droit. Et c'était colporté par les émissions de télé. Jusqu'en 91, forcément, jusqu'à la chute de l'URSS. L'impossible enterrement de Staline. Même si on a essayé de le faire disparaître.
les jours qui suivent le décès, le pouvoir soviétique a commandité un grand film de propagande sur les funérailles. Ah, ils ont été filmés. Un tombeau cinématographique de faire communier le peuple d'Union soviétique dans le chagrin et la dévotion. Remarquez, nous en France, hein, on a un ancien président qui part en prison. On a eu des scènes de liesse comme ça où des gens voilà, étaient vraiment en pleurs devant le départ de leur idole. Hein. Donc finalement, hein, le culte de la personnalité, hein, il n'a pas disparu avec Staline. Hein. Elle était gratuite celle-là. C'est très compliqué en Russie de travailler sur Staline. Hein. Qui disparaît, leur père qui disparaît. Il suffit de voir ces images tournées dans les rues de Moscou. C'est une mise en scène. Mais les émotions que les gens expriment sont la plupart du temps des émotions tout à fait sincères. Et on voit ce désarroi total. Alors, je pense qu'ils vont peut-être le dire, mais je préfère quand même mettre les guillemets. Les gens, ils pleurent. C'est toujours se poser des questions. Pourquoi on pleure ? On pleure parce qu'on est triste, mais on pleure aussi parce qu'on peut être heureux aussi indirectement. Ou parce que ressort aussi une telle frustration, un tel relâchement par rapport à une pression d'un régime qui était ultra étouffant, qu'il y a aussi peut-être, derrière ces larmes-là, aussi peut-être un soulagement de se dire on va peut-être passer enfin à autre chose. Alors après, vous avez un monde qui s'écroule aussi pour certaines personnes, c'est-à-dire que Staline, qui semblait éternel, invincible, donc le fait qu'il casse sa pipe finalement et que oui, son corps biologique l'a rappelé à l'ordre, et puis surtout c'est quelqu'un qui avait une hygiène de vie qui était abominable, il fumait, il buvait, etc., et puis il mangeait n'importe quoi, donc forcément ça y a joué hein, dans son attaque cérébrale. J'espère qu'ils vont parler de comment il est mort, hein, parce que je peux vous assurer que là, d'ailleurs, il y a un film qui est sorti dessus, dernièrement, je vous le citerai peut-être en référence pour ceux qui sont intéressés. Tout commence par une scène dantesque et invisible. Le jour des funérailles, des centaines de milliers de moscovites convergent vers la place rouge et se heurtent à un périmètre bouclé par la police. La bousculade qui s'ensuit fait des dizaines, peut-être des centaines de morts. Ah ouais, ça je savais pas ça. Mais aucun film, aucune photographie n'en témoigneront. Je savais pas qu'il y avait eu des bousculades. Seules sont parvenues jusqu'à nous les images officielles de la place rouge, impeccablement chorégraphiées. Tu m'étonnes. Ah, il y a eu des bousculades et des morts de gens qui ont été réprimés. La procession accompagne le cercueil de Staline jusque sur la place rouge. Alors bien sûr, tous les membres, Khrouchtchev qu'on vient de voir là, tous les membres du Politburo. Sur la solennité de l'instant, sur l'émotion des simples citoyens. Puis le corps embaumé est déposé dans le mausolée de Lénine. Marche funèbre. Construit 30 ans plus tôt pour accueillir le corps du père de la Révolution, le mausolée est le cœur symbolique du pouvoir soviétique. Mausolée qui existe toujours et qu'on peut toujours visiter d'ailleurs. Alors ce qui est quand même fou, c'est que quand Lénine est mort, donc ils ont gardé son corps et ils l'ont momifié en tant que tel pour que l'esprit de la révolution ne disparaisse pas. Et puis il y a vraiment une forme de culte religieux qui va se créer autour du personnage. Alors avec Lénine, je ne sais pas ce qu'on lui injecte dans les veines, mais je pense qu'il peut faire le Tour de France facile hein, s'il était encore vivant, ce qui lui permet de conserver sa peau et conserver sa structure biologique, alors que ça fait plus de 80 ans qu'il est, plus de 100 ans maintenant, qu'il est mort. Mais et quand Staline va mourir, on va le placer dans le tombeau de Lénine, donc il va devenir le mausolée de Lénine et de Staline, et il va être retiré en 1961, donc il va rester de 53 à 61, quand Khrouchtchev va dénoncer les crimes de Staline pour sauver un peu l'URSS, et donc va sacrifier Staline, et donc Staline va être retiré, va être inhumé de manière classique. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que ce procédé-là dans le monde communiste existe dans d'autres pays. La Chine, par exemple, donc à Pékin, au Beijing, vous avez donc le mausolée de Mao. Au Vietnam, vous avez le mausolée d'Ho Chi Minh aussi qui existe. Alors moi, j'ai eu la chance, je ne sais pas si je peux dire la chance de visiter Hanoï, ça c'est sûr. Je suis allé voir le mausolée de Ho Chi Minh, mais franchement, si vous allez au Vietnam, visitez autre chose, parce que c'est vraiment glacial déjà d'un. Ensuite, ça rigole pas. Vous êtes dans une file, vous n'avez pas intérêt de faire du bruit, puis vous avez intérêt d'être bien droit, etc. Surtout si vous êtes étranger, on vous fait bien comprendre voilà, que voilà, il y a un lieu à respecter en haute. Bon, voilà, on le respecte bien sûr, mais on sent quand même qu'il y a quand même grosse pression. Et puis vous passez dans une salle en fait éclairée avec des lumières tamisées, qui est noire, entièrement noire, et au milieu vous avez un cube de verre où vous voyez
Ho Chi Minh en l'occurrence, mais je pense qu'à Pékin ou à Moscou, c'est la même chose, qui est donc sur un fauteuil, les yeux fermés, etc., et dans un état de conservation étonnant. Et surveillé par 4 soldats, et je m'en souviendrai toujours de ces soldats de l'armée vietnamienne, des jeunes qui doivent avoir dans la vingtaine, et qui fixaient le corps de Ho Chi Minh sans ciller des yeux, hein. Et ça, ils devaient le faire pendant 2-3 heures que durait alors le mausolée dont ouvrait peut-être 2 heures, je crois. Donc le temps de la visite, etc. Et donc vous défilez tout autour du cube en verre. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter, bien sûr, prendre des photos, surtout pas, et vous ressortez. Mais une ambiance. Et donc franchement, voilà, il y a des choses plus jolies à voir dans ces pays-là qu'aller voir le corps d'une personne, même si c'est une personne qui a fait de grandes choses. Et pour l'anecdote, Ho Chi Minh avait très clairement indiqué qu'il voulait être inhumé et qu'on brûle son corps et qu'on répartisse ses cendres d'une manière symbolique, parce que Ho Chi Minh, c'est avant tout un nationaliste vietnamien, sur les 3 pays du Vietnam qui sont le nord, le centre le centre et le sud, pardon, le Bac Qui, le Nam Qui et Trung Qui, oui voilà, donc les 3 parties qui forment le Vietnam actuel, tout simplement. Le Parti communiste vietnamien, bien entendu, a décidé de faire autre chose. Sur son linteau, on a ajouté le nom de Staline à celui de Lénine. Ah oui. Il semble destiné à y rester pour l'éternité. Les images qu'on voit des funérailles de Staline, elles s'insèrent dans tout un imaginaire, dans toute une tradition à la fois visuelle, commémorative, rituelle, politique de l'Union soviétique. Elles font un pendant direct, bien sûr, à la très grande cérémonie des funérailles de Lénine, qui a forgé une sorte de canon visuel, mais aussi émotionnel. Et puis, il y a bien sûr le cinéma. On sait à quel point il a été important dans la communication, la propagande soviétique. Et donc, on retrouve ces 2 moments forts, la disparition de Lénine, la disparition de Staline, et donc les funérailles qui les ont suivis. À l'échelle de l'Union soviétique, c'est un enjeu essentiel de faire participer l'ensemble des populations de cet immense pays que les bolcheviks sont en train de construire et qu'ils cherchent à souder par tous les moyens possibles. Donc forcément, voilà, créer autour du personnage une identité nationale aussi. Hein. Donc la place rouge, hein. T'as au même moment dans toute l'Union soviétique. Mais le film des obsèques ne sera jamais projeté. Dès la mort du Vojt, des critiques impensables auparavant sont apparues. On parle de culte de la personnalité. Bah là, carrément. Je serais curieux de savoir qui a pensé à ce culte de la personnalité. Le Parti communiste d'Union soviétique, qui se voulait maître de l'histoire, va réécrire le chapitre sur Staline. Parce que c'est vrai qu'on pense à Goebbels, celui qui était chargé de la propagande du régime nazi. Mais pour Staline, je me demande qui s'en occupe en tant que tel. J'ai pas de nom là qui me viennent à l'esprit. Les enjeux derrière les funérailles du leader sont immenses. Avant tout, il s'agit d'assurer une succession. Comment faire en sorte que le régime, un régime quand même très particulier, le son, c'est bon, très axé sur une personne, un personnage, comment faire pour que ce régime ne vacille pas? Et puis, il y a une deuxième dimension dans cette succession, c'est qui va succéder. À la tribune du mausolée, quelques mètres au-dessus des corps embaumés de Lénine et de Staline, les héritiers potentiels se succèdent pour prononcer l'éloge funèbre. On entend Molotov. Compagnon, ministre. Alors, Molotov, ministre des Affaires étrangères, Molotov qui veut dire marteau en russe. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, quand même, Staline, il avait quand même fait enfermer et interner sa femme, donc, alors qu'il était son ministre, hein, pour faire pression sur lui en particulier et être sûr qu'il lui obéisse totalement. Donc Molotov, hein. Donc, et pourtant il va être un des grands leaders soviétiques et qui a été quand même l'un des seuls, c'est quand même fou, hein, avec Khrouchtchev aussi d'ailleurs, à traverser l'ère stalinienne sans avoir été menacé directement lui-même, même si sa famille, sa femme, que je dis, elle l'a été, mais il a été toujours proche, toujours au pouvoir. Alors que beaucoup ont disparu de la photo officielle. Hein. Et déjà, à l'époque, sans Photoshop, déjà, les photos, on effaçait les gens hein, d'une année sur l'autre s'ils n'étaient plus dans les grâces du Vosges, donc du guide surnom de Staline. Sur les affaires étrangères, Malenkov qui préside le Conseil des ministres, et puis
on entend Lavrenti Beria. Beria, le chef de la police C'est politique. sans doute lui le plus résolu à en finir avec le stalinisme. Et lui, c'est vraiment une raclure, hein. On ne peut pas dire autre chose, hein. Il a les mains mais pleines de sang. C'est vraiment la tête pensante du régime répressif. Bon, Staline, bien sûr, est derrière, mais c'est vraiment la personne qui a droit de vie et de mort sur n'importe qui a des dossiers sur tous les membres du Politburo, donc notamment Khrouchtchev qui est au milieu. C'est-à-dire, et voilà, il sait tout ce qui se fait. Il a des hommes de partout. Et Staline allait s'en débarrasser. Généralement, le chef du NKVD, quand il commençait à devenir trop puissant, Staline le virait. Et donc, cet homme, Beria, est vraiment le plus détestable, et il est détesté en URSS. Ça, c'est une chose qu'il n'a pas trop compris, Beria. Il se pense être l'héritier légitime de Staline. Et pour vous dire un truc de fou, quand Staline meurt, je ne sais pas si... Je ne vais pas vous le dire tout de suite, parce que s'ils en parlent, je ferai une petite parenthèse dessus. Mais vous allez voir, c'est croustillant. Il est pourtant le plus improbable des réformateurs. Depuis 1938, il est le tortionnaire en chef du régime. Il est à la tête de la police politique dont le siège, place de la Lubyanka, est devenu le symbole de la terreur. C'est également lui qui dirige le Goulag, l'énorme administration qui gère les centaines de camps de travail forcés. Mais Beria a compris que la déstalinisation était une arme puissante dans la lutte pour le pouvoir qui s'engage. Il décide d'ouvrir le Goulag et fait sortir plus d'1 million de prisonniers en quelques mois. Il se dit, on va sacrifier Staline pour garder le pouvoir. Dirigeant soviétique, mais peut-être encore mieux, puisqu'il le voit de l'intérieur, que ce système extrêmement répressif et concentrationnaire que Staline a créé, ce système s'avère de plus en plus inefficace du point de vue économique et politique. Il y a une conscience forte de l'impossibilité de continuer comme avant, qui, très curieusement, vient de l'intérieur de l'appareil répressif. C'est un livre qui donne son nom à la période qui commence, le dégel. Son auteur, Ilya Ehrenburg, y évoque le long hiver que représente la période stalinienne, et ce moment de l'année où la fonte des neiges annonce une saison nouvelle. Mais le dégel est aussi une période agitée, dangereuse, où la glace se change en boue, où les secrets enfouis remontent à la surface. Et concernant Staline, ce sont des cadavres par millions qui attendent sous la glace. Ça c'est sûr. Ils vont pas parler de sa mort, c'est incroyable. Ce film de propagande est l'unique trace filmée des libérations massives qui accompagnent le dégel. Alors pour vous dire, Staline, dans ce système complètement fou, qu'est le Goulag, donc ces camps d'internement où 18 millions de citoyens soviétiques et citoyennes soviétiques sont passés entre 1927 et 1953. 2 millions sont encore présents, comme l'a indiqué tout à l'heure le documentaire, à la mort de Staline en 1953. Vous avez donc un système qui quadrille vraiment le pays. Et ce système de camps donc, qui se met en place, qui va prendre une proportion mais énorme sous Staline, même si déjà sous Lénine, il commençait à avoir déjà des zones d'internement. Donc il y a des périodes où ils vont connaître une explosion. Donc après 1937, après les grands procès de Moscou, où Staline élimine un tiers des généraux soviétiques, il fait tuer un tiers de ses généraux quand même, tellement qu'il est paranoïaque et qu'il est persuadé d'être entouré de traîtres. Alors ça, autant vous dire pourquoi il pense qu'il est entouré de traîtres, parce qu'il a été intoxiqué par la propagande allemande et notamment les services secrets allemands qui ont fait diffuser cette idée-là, et Staline est parti bille en tête dedans. Donc il va détruire un tiers de son armée, tête pensante de l'armée, ce qui explique pourquoi en 1941 l'URSS sera dans une situation chaotique quand les nazis vont l'envahir. Et il n'est pas passé loin d'y rester, d'ailleurs, soit dit en passant. Et ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, quand vous avez l'armée rouge qui revient en partie en URSS, pareil, on fait arrêter des officiers, des généraux, des soldats, parce qu'ils ont vu ce que c'était l'Europe, ils ont vu la richesse qu'il y avait dans certains pays, notamment l'Allemagne, qui pourtant était le leader fasciste, etc. Et beaucoup de soldats se posent des questions, mais comment eux, ils vivent, alors qu'on nous disait que le fascisme était le mal absolu. Et nous, en URSS, on est
on est quand même dans une situation qui est de retard, de confort personnel, etc. Donc là, autant vous dire, Staline, en 45 à 48, 49, zut, go le goulag. Comme ça, il n'y a plus de questions qui pourraient poser problème. Et donc, c'est un système voilà, de pics comme ça, d'enfermement généralisé. Donc, il y a une constance, mais il y a des pics, en fait, où des gens vont être arrêtés et placés dans ces camps de travail, bien entendu, pour les isoler de la population. Pauvres soldats de l'armée rouge. Hein. Мы заверяем нашу партию и правительство, что будем добросовестно трудиться на всех участках коммунистического строительства. Un film de propagande qui montre la libération du goulag, là, c'est marrant ça. N'hésitez pas à réagir, il n'y a pas de souci. Hein. Pour l'instant, on n'a pas vu un historien, une historienne russe. Hein. Autant vous dire, en ce moment, c'est pas trop YOLO d'aborder ces questions-là. En 1980, j'ai commencé à faire des entretiens avec des survivants du goulag. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas parlé du passé stalinien depuis des décennies et j'ai été l'une de leurs premières interlocutrices. C'était évidemment très difficile pour eux de me faire confiance, de me confier ces informations et même de se sentir en sécurité pour me répondre. Mais une fois qu'ils ont commencé à parler, ils ont beaucoup parlé. Ils ont beaucoup parlé de leur expérience du camp et de ce qui a suivi le camp. Il y avait une blague dans les années 50. Il existe 3 classes dans la société soviétique. Les anciens prisonniers, les prisonniers et les futurs prisonniers. L'humour soviétique. L'arrestation était toujours sur le point de se produire. Pour tout et n'importe quoi. Déstalinisatrice, Beria va vite. Trop vite sans doute pour ses collègues du Politburo, d'autant qu'ils se vantent de détenir des dossiers compromettants sur chacun d'entre eux. En juin 1950... Le gars, il n'a pas compris que ce qui marchait avec Staline ne va pas marcher avec lui. C'est-à-dire, il dit à ses collègues, ramenez-la pas trop parce que moi, j'ai des moyens de pression sur vous. Donc, si vous m'embêtez ou si vous me critiquez ou si vous cassez, si vous essayez de me déstabiliser, vous allez tout de suite finir direction par le NKVD et on n'entend plus parler de vous. Mais le problème, c'est qu'il va se mettre à dos tous les membres du Politburo qui vont avoir un intérêt à se débarrasser de lui en particulier. Et il y en a un qui va très très bien jouer, c'est le fameux Nikita Khrouchtchev. Alors, ce qu'on ne vous dit pas quand même, c'est comment ça s'est fini, Staline. Comment il est mort, justement. Donc, il était dans sa datcha, donc sa résidence privée, hein, ultra sécurisée, protégée par le NKVD, etc. Il fait un repas très arrosé, entouré des membres, de certains membres du Politburo. Il y a Nikita Khrouchtchev, il y a Beria, bien sûr, qui est présent. Et donc, on boit, on fume, etc. Et on se couche très tard. Il va se coucher. Et en fait, il a une attaque cérébrale, en fait, dans sa chambre. Il tombe par terre, il reste sur le sol. Le matin... il n'appelle pas pour le petit déjeuner, donc personne n'y va, de peur de le réveiller. Et puis 8h, 8h30, 9h, là on commence à se poser des questions. Et vous avez un de ces gardes du corps qui quand même entre. Et là, il voit Staline par terre, noyé dans son urine, parce qu'il s'est uriné dessus forcément. Et donc là, il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que je le prenne, etc. On appelle à Moscou, etc. Tout ça. Donc, branle-bas de combat. On décide quand même de le mettre sur un canapé avec une petite couverture. Et on ne sait vraiment pas quoi faire. De peur que si on fait quelque chose, que s'il le prend mal, on ne sait pas du tout ce qu'il a. Donc là, les membres du Politburo arrivent, ils voient Staline, etc. Et Beria, forcément, le voit. Beria, il a compris ce qui s'était passé. Oui, bon, on va le laisser un peu se reposer. Hein, oh, pas la peine de... Et puis, bon, on se rend compte que quand même les minutes passent et que ça va pas. Et donc là, vous avez, on appelle un médecin. Et le problème, c'est que Staline, avant son attaque, il les a tous fait arrêter, notamment les siens, parce qu'il était persuadé qu'il y avait un complot contre lui mené par des médecins de confession juive. Donc Staline était quand même très antisémite, hein, soit dit en passant. Et donc forcément, la plupart ont été envoyés dans le goulag, ont été éliminés. Et donc on en rappelle un directement et on lui demande de faire un bilan. Et lui, tout de suite, il a compris ce qu'il avait, mais il ne sait pas quoi dire. S'il annonce une mauvaise nouvelle, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Il va repartir dans un camp, ou il ne sait pas. Et donc, il hésite de faire son diagnostic, et là, on perd encore des heures et des heures et des heures. Et donc, au bout d'un moment, forcément, la situation est telle que l'état est irrémédiable. Mais on a fait venir, pour vous dire, même des instruments des États-Unis, donc notamment pour lui permettre de le soigner, etc., sur le moment, etc. Donc ça n'a pas été trop dit, bien sûr, mais en fait, c'était beaucoup trop tard, en fait.
Et là, les membres du Politburo ont bien compris ce qui s'est passé et Beria, tout de suite, s'est mis en avant. Alors moi, j'avais une autre histoire par rapport à ça, c'est que quand ils sont devant le corps de Staline, qui est sous sa petite couverture là, de laine pour pas qu'il prenne froid, et qu'ils sont en train de parler, Beria aurait annoncé, bon, bah, Joseph, il n'est pas trop en forme, il faut quand même quelqu'un pour le remplacer, et je pense que je suis quand même le plus à même à pouvoir le remplacer. Et là, vous avez Staline qui a une convulsion, qui se dresse en partie, et là, Beria le voit, et moi, ça, c'est une autre source que j'avais entendue. Beria se met à genoux devant lui et lui dit non, 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 je suis désolé, je ne veux pas prendre ta place, etc. Et puis en fait, c'était la dernière convulsion et Staline, hop, il tombe et game over. Et là, Beria s'est ridiculisé devant les autres et forcément, bon, certains se sont dit ce mec, il n'a pas l'étoffe d'être un leader. Ça, c'était une autre source c'est la première que je vous ai racontée, c'est celle qui est quand même partagée par l'ensemble des historiens, la manière dont ça s'est passé. Mais par contre, la volonté de ne pas le soigner tout de suite, ça, c'est attesté par tout le monde. Et donc, une fois que le décès est attesté, hein, qu'est-ce que font d'après vous les médecins qui ont été amenés, etc., présents? Qu'est-ce qu'on fait tout de suite pour vous dire? Et là, il y a deux choses qui sont faites. Il y a un culte autour du personnage, mais en même temps, on veut être sûr qu'il ne revienne pas. Les médecins le mettent sur une table d'examens médicaux, prennent des scies, lui ouvrent la boîte crânienne pour sortir son cerveau à Staline et pour analyser le cerveau du grand leader de la révolution. Vous avez les enfants de Staline, donc il a une fille et un fils qui apprennent ce qui arrive à leur père, ils arrivent, ils sont complètement effarés, etc. Vous avez une situation de panique totale. Et le pire, donc là, vous voyez, on est vraiment dans le glauque, mais le grand guignolesque quand même. Et le pire, c'est que Staline, dans sa maison, il avait des sosies également. On en a vu un acteur de cinéma qui le représentait, et il avait des sosies officiels en fait, parce qu'il était tellement persuadé d'être entouré de traîtres, etc. Et d'après vous, quel est l'ordre que donne Beria une fois qu'on a saccagé le corps de Staline, qu'on a récupéré son cerveau? Eh ben, je vous le donne en mille. Il donne pour consigne d'éliminer tous les sosies de Staline pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui prenne sa place tout simplement. Voilà, donc l'URSS dans toute sa splendeur. 3 mois après la mort de Staline, Beria est arrêté puis exécuté en secret. 3 mois, hop! À force de faire le cake. Hein. Celui qui a su coaliser les membres du Politburo contre lui s'appelle Nikita Khrouchtchev. Ce fidèle collaborateur de Staline n'a pas prononcé de discours lors des funérailles. Il donne l'image d'un homme simple, d'un bon vivant dont le style et le langage rappellent avec insistance ses origines populaires. Il le fait exprès, ça. C'est pourtant lui qui va s'imposer comme le... Très intelligent comme homme. Il poursuit l'ouverture du goulag. Mais réhabiliter les anciens détenus pose un problème à tous ceux qui, comme lui, ont fait leur carrière sous Staline. Ah bah forcément, oui. Si la personne qui avait langui au goulag pendant 17 ans n'était pas coupable, alors qui l'était? Le problème, c'est que la réponse est assez claire. Le système lui-même était coupable. Et ça, c'est un aveu qui n'a jamais été fait. Il y a donc toujours eu cet entre-deux. Vous n'êtes pas coupable des crimes pour lesquels vous avez été condamné, mais il n'y a pas de condamnation du système qui vous a incarcéré. Et c'est pour ça qu'on préfère sacrifier Staline pour garder le système soviétique. On s'intéresse aux victimes, mais pas aux responsables. Uniquement aux crimes. Jamais au système qui les a commis. Trop fragile. Comment prendre ses distances avec la machine répressive sans être emporté aussi dans l'opération? Autrement dit, comment déstaliniser sans trop déstaliniser? Khrouchtchev va tenter ce tour d'équilibrisme politique, incarner la rupture en dénonçant les crimes de son prédécesseur, auxquels il a pourtant largement participé. Ah oui, Khrouchtchev, pour la petite anecdote, quand il était à table avec Staline, Staline avait une fâcheuse habitude de constamment humilier ses convives, et Khrouchtchev, c'était un peu le souffre-douleur de Staline. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont en train de manger de la purée, etc. Staline, il prend une grosse louche de purée et pow, dans la tête de Khrouchtchev, et puis Khrouchtchev, bien sûr, rigole. Oh là là, que c'est marrant, c'est rigolo. Donc, par contre, ce côté, en fait, bon vivant qu'avait Khrouchtchev, il n'hésitait pas à lever le coude pour boire avec Staline, hein, c'est quelqu'un de très intelligent et de très calculateur. Et en fait, il se donnait cette image auprès de Staline pour tout simplement éviter
d'avoir de gros problèmes avec le Vosges, avec le guide. Et c'est pour ça que le fait qu'il arrive à éliminer Beria, le chef de la police politique, donc qui en 3 mois après la mort de Staline se fait interner et exécuter en secret, parce que tout simplement, quand vous êtes une personne extrêmement violente et que vous menacez tout le monde, ça finit par se retourner contre vous. C'est Khrouchtchev qui est à la tête de cette coalition contre le chef de la police politique, Beria. Donc, vous voyez l'intelligence du personnage. Москва, 14 февраля 1956 года. День открытия 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Est-ce que vous voulez les sous-titres ou pas? Dites-le moi. Hein. À la tribune du 20e congrès, les orateurs se succèdent. On évoque la mémoire de Staline, l'industrialisation en marche, la politique étrangère. Et Khrouchtchev conclut dans une parfaite orthodoxie soviétique. Les enseignements du marxisme-léninisme. Mais c'est quelques jours plus tard que se produit le véritable événement du Congrès. Khrouchtchev a convoqué les délégués à une session supplémentaire. On est en 56 là. Une session secrète dont il n'existe aucun enregistrement. C'est fou ça. Il y prononce un discours de 4 heures qui lève un coin du voile sur les répressions staliniennes. L'un des premiers éléments du discours, et l'un des plus surprenants, a été la décision de Khrouchtchev de citer le « Testament de Lénine », une lettre de 1923 où il est défavorable à ce que Staline devienne le nouveau chef du Parti communiste à sa mort. Ah, c'est de là que ça date, ça? Dans cette lettre, Lénine accuse Staline d'être brutal, assoiffé de pouvoir et vulgaire. Le discours commence par une critique approfondie de la personnalité de Staline. Ah, c'est énorme! La lettre qu'a fait Lénine, donc sachant qu'il allait bientôt y passer, donc il meurt en 1924, Lénine, donc le créateur du parti bolchevique et le père de l'URSS, donc qui veut choisir en fait un héritier potentiel. Et en fait, cette lettre-là, je crois qu'elle avait été que Staline l'avait détruite. Et en fait, Lénine dicte en fait plus ou moins ses éléments d'idées pour sa succession, et il dénonce en fait Staline qu'il considère beaucoup trop violent et pas forcément le mieux à même pour pouvoir diriger le plus grand pays du monde que sera l'URSS. Et en fait, la lettre n'a pas été détruite. Donc là, si Khrouchtchev la ressort, c'est qu'elle existait bien quelque part, quoi. Ah, c'est énorme ça. Je pensais qu'elle avait été détruite cette lettre. Puis Khrouchtchev continue en attribuant à Staline la responsabilité des purges. Le plus choquant n'est pas tant de mentionner la terreur elle-même que de la lier directement à Staline. Arrestation injuste, décès d'innocents pour la plupart membres de l'élite du parti, torture utilisée pour obtenir des aveux forcés. C'est ça le cœur du discours, et c'est extrêmement choquant pour les délégués. Il a été établi, explique Khrouchtchev, que parmi les 139 membres du comité central du parti, élus en 1934, 98, c'est-à-dire 70% d'entre eux, ont été arrêtés et exécutés. 7 sur 10 quand même. La charge de crimes contre-révolutionnaires inventés contre eux était absurde, délirante et contraire au simple bon sens. Sans laisser aux délégués le temps de souffler, il s'attaque au passage clé de l'hagiographie stalinienne. La Grande Guerre patriotique. Каковы ваши планы и предложения? Хорошо бы, конечно, усилить меня артиллерией. Я считаю, что если бы удалось создать плотность артогня в 220 стволов на километр фронта, это бы сильно помогло, товарищ Сталин. Не 220 стволов вам нужно на километр, а по крайней мере 280. Alors que la propagande soviétique avait imposé l'image d'un Staline fin stratège, Khrouchtchev parle d'impréparation, d'incompétence militaire. La Deuxième Guerre mondiale. On pouvait entendre les mouches voler, remarque-t-il dans ses mémoires. À l'issue de cette session très spéciale, le texte du discours est l'image de propagande secret, distribué à tous les délégués du Congrès. Comme on pouvait s'y attendre, les réactions au discours secret ont été extrêmement variées. Et il faut reconnaître que les dirigeants bizarrement n'ont rien vu venir. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce discours provoque le chaos et la confusion qu'il a fini par provoquer. Ah.
Здесь собрались уралмашевцы, чтобы поделиться своими думами о большом событии, которое происходит сейчас в жизни страны, о 20-м съезде Коммунистической партии Советского Союза. Le plus souvent, les gens avaient juste des questions. Quelle a été l'ampleur de la terreur? Quels sont les chiffres? Est-ce que ça concernait uniquement l'élite du parti? Très vite, les autorités ont réalisé que le sujet était potentiellement très dangereux, très subversif, et que ça pouvait facilement devenir incontrôlable. Les historiens utilisent souvent l'image de la boîte de Pandore pour décrire le discours secret. Un récit très dangereux, capable de remettre en cause les fondements mêmes du système. Non mais carrément. Et bien sûr, ce n'était pas ce que voulait Khrouchtchev, ni les dirigeants soviétiques en général. Ce qu'ils voulaient, c'était simplement ouvrir la voie à des réformes. Il y a une nouvelle lecture de la période stalinienne. Et garder le système soviétique surtout. Mais la plupart des gens ne vont pas tourner la page comme ça. Oh bah. En Pologne, la diffusion du rapport secret provoque une insurrection. Et en Hongrie, presque une révolution. 56. Les symboles communistes sont détruits. Le gouvernement déposé. Et réaction soviétique. Khrouchtchev retrouve les réflexes de la période précédente. Il envoie l'armée écraser la révolte. Quel bain de sang. À l'ouest aussi, le rapport secret provoque des remous. Sa publication par le New York Times en juin 1956 stupéfie les communistes occidentaux. Putain, il faudrait que je regarde dans le monde s'il n'y ait pas le rapport, si on peut pas le trouver. Et pourtant, le tableau qu'a dressé Khrouchtchev des crimes de Staline est encore très incomplet. Pour découvrir leur véritable ampleur, il faudra patienter plusieurs décennies. En attendant, l'opération voulue par Khrouchtchev semble fonctionner. Sa truculence fait merveille devant les caméras de télévision. Il donne aux Occidentaux l'image d'un dirigeant simple, bonhomme, curieux de l'étranger, aimant le contact, tout l'inverse de son prédécesseur. Un nouveau visage de l'URSS commence à se dessiner. Plus jeune, moins figé. Pour la première fois, un film soviétique reçoit la Palme d'Or au Festival de Cannes. Il s'agit de « Quand passent les cigognes » de Mikhail Kalatozov. C'est aussi une des premières fois où un film soviétique sur la guerre omet de mettre en scène Staline. Ce nouveau visage de l'URSS, c'est aussi celui de la jeunesse, incarné par Lyudmila dans la comédie musicale « La nuit de carnaval ». Face à un directeur de conservatoire borné et bureaucratique, les élèves refusent de se soumettre et imposent leur spectacle. Ah, il y a vraiment une volonté de rompre avec Staline, quoi. Le bonheur en technicolor qu'évoque Lyudmila laisse croire aux cinéastes soviétiques qu'un vent de liberté s'est levé. Mais le parti n'a pas renoncé à écrire l'histoire. La doctrine a changé, mais pour Khrouchtchev, le rôle des artistes reste de mettre en application la doctrine. Aujourd'hui comme hier, c'est au parti qu'appartient la vérité. Lorsque le film Lénine en octobre, sorti en 1937, ressort sur les écrans en 1958, les spectateurs attentifs remarquent que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, manque. Ah, ils l'ont viré des films. À l'origine, en 1937, le film de Mikhail Rom, Lénine en octobre, avait été produit pour le 20e anniversaire de la Révolution. Bien sûr, il célébrait le rôle central de Lénine, mais il mettait également Staline en vedette. On le voit toujours aux côtés de Lénine, c'est son bras droit. On le présente comme la seconde grande figure de l'histoire de la Révolution. Ce qui n'était pas trop le cas en 17. Hein. Et donc, en 1958, Rom a pris la décision de minimiser le rôle de Staline et de l'effacer visuellement du film. Dans la version de 1958, Staline a soudain disparu. Il est masqué par diverses choses. Ah, énorme, ils ont mis un gars devant. Chaque fois que Staline est à l'image.
En 1958, Rome a visiblement décidé que le plus simple pour gérer cette histoire problématique du rôle de Staline pendant la Révolution, c'était de le faire disparaître complètement. Et il le fait d'une façon qui, en fait, attire l'attention sur bah carrément. Mais effacer Joseph Staline n'est pas chose facile. L'entreprise bute sur un problème symbolique difficile à ignorer. Le corps de Staline est toujours là, dans le mausolée, au cœur du dispositif mémoriel de l'État soviétique. Quelle est l'une des principales idées et un des principaux slogans du gouvernement de Khrouchtchev? C'est le retour aux sources. Le retour aux sources du bolchevisme, de la révolution d'octobre, du léninisme. Retrouver la parole, l'idée, le projet de Lénine pour tourner la page de tout ce qui, pendant le stalinisme, a pu dévier de ce projet qui, lui, est considéré comme toujours étant juste, humaniste, irréprochable. Et dans ce retour aux sources, le corps de Staline gêne. Le 22e congrès du Parti communiste se réunit du 17 au 31 octobre 1961 dans un palais des congrès ultramoderne qui vient d'être achevé dans l'enceinte du Kremlin. Il faut dire qu'on attend 4799 délégués. La place rouge. Les regards de toute l'humanité sont tournés vers nous. Ah, ces images d'archives sont incroyables. Les essais à Staline sont publics. Les témoignages sur la répression se succèdent. Et ils culminent avec l'intervention d'une vieille militante rescapée des camps, Dora Lazurkina. Persuadée qu'elle communique directement avec l'esprit de Lénine, elle transmet de sa part un message d'outre-tombe. Il m'est pénible de me trouver à côté de Staline qui a fait tant de mal au parti. Le Congrès vote alors une motion qui expulse Staline hors du mausolée. En 61, ouais. Le 1er novembre 1961, les moscovites découvrent que son nom a disparu du linteau du tombeau. Son corps repose désormais dans une tombe presque ordinaire, contre le mur du Kremlin, en compagnie des autres dignitaires soviétiques. On oublie aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs, à quel point l'image de Staline a été partout dans l'Union soviétique, et ce pendant à peu près 30 ans. Le culte de la personnalité sur le personnage. Le 22e congrès constitue un véritable point de rupture à l'égard de la présence de Staline dans l'espace public soviétique, puisque suite à la décision... Les cimetières de statues qu'il y a eu en URSS. C'est une véritable vague de déboulonnage qui commence. Et donc, il se débarrasse de ces monuments qui laissent bien sûr des piédestals vides, mais ils ne le resteront pas longtemps puisqu'on va se presser d'y dresser soit les statues de Lénine, soit bientôt les monuments à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi le nom de Staline qu'on déboulonne. Les avenues et les places sont débaptisées une à une, et Stalingrad elle-même, la ville symbole de la victoire sur le nazisme, est rebaptisée en un banal Volgograd. Volgograd. Sur la Volga. La déstalinisation est en marche, mais de nombreuses résistances apparaissent dans l'appareil du parti. Inquiet face à ceux qui veulent déjà revenir en arrière, Evgeny Evtuchenko, un célèbre poète soviétique, publie un poème intitulé « Les héritiers de Staline ». Le marbre était silencieux, mais un souffle s'élevait du cercueil alors que la garde extrayait Staline du mausolée. Staline prépare quelque chose. Il fait une simple sieste.
Nous l'avons fait sortir du mausolée. Mais comment sortir Staline des héritiers de Staline? Nous sommes le 9 mai 1965 et les héritiers de Staline ont visiblement remporté une bataille. L'année précédente, Khrouchtchev a été remplacé par un dirigeant plus orthodoxe. Et il n'a pas été assassiné, hein. Brejnev. Comme son prédécesseur, c'est à Staline qu'il doit sa carrière. Mais tandis que Khrouchtchev avait construit son personnage sur la déstalinisation, Brejnev, lui, tire sa légitimité de son statut d'ancien combattant. Et à l'occasion du défilé qui commémore les 20 ans de la victoire, on assiste à un basculement de la mythologie soviétique. Dans la hiérarchie des commémorations, la victoire de 1945 se hisse au-dessus de la révolution d'octobre. Ah ouais. Tiens donc. Ça rappelle quelque chose, hein. Dans ce culte de la Grande Guerre patriotique, Staline, c'est un personnage incontournable. On ne peut pas l'éluder. On ne peut pas l'effacer. Il est là. Il n'est peut-être pas omniprésent comme il l'avait été entre 1945 et 1953 jusqu'à sa mort, mais dans ce grand récit qui se met en place, dans cette grande mythologie de la Grande Guerre patriotique, Staline reste un personnage très important. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Document réac sur l'enterrement de Staline. Donc là, on est en 1965. Au Kremlin. Staline est mort en 1953. On a eu une phase de déstalinisation et là, on a l'URSS en fait, qui essaye de le réhabiliter progressivement, sous Brejnev en particulier. Donc il y a toute une première partie. N'hésitez pas à voir le replay, notamment qui vous permettra d'expliquer un peu ce qui se passe. Des centaines de personnes où il parle de la guerre. Et il va mentionner, pour la première fois depuis très longtemps, le nom de Staline. Rien que cette mention suffit pour que les gens se mettent à applaudir, une partie de l'Assemblée en tout cas, à tout. Brejnev lui-même est surpris. Et c'est le premier signe, très remarqué, qui fait penser à ce moment-là qu'on va revenir sur la décision de déstalinisation du 20e congrès et qu'on va réhabiliter Staline. Et si on allait revenir à la période des purges? En février 1966, 25 personnalités, parmi lesquelles Andreï Sakharov, le célèbre physicien devenu dissident, Sakharov, une lettre ouverte à Léonid Brejnev. Toute tentative de blanchir Staline, affirme-t-il, causerait de sérieuses fissures au sein de la société soviétique. Alors Sakharov, apparaît dans le jeu Metal Gear Solid. Hideo Kojima l'a réutilisé dans Metal Gear Solid 3 en particulier. Brejnev n'ira pas jusqu'à réhabiliter Staline. Mais le nom et l'image du Vojd ne sont plus tabous. Vojd, qui veut dire le guide en russe. Disparu des écrans depuis 1956, il se ferait à nouveau un chemin vers les salles de cinéma. Dans le contexte de ce culte de la Grande Guerre patriotique, on va produire des films à gros budget qui vont parler de la guerre. Très longs films, des films épopées. Presque une production hollywoodienne. Pendant longtemps, Staline, on le montrait comme un artisan de 1917. C'était ça le rôle des cinéastes. Et après, sous Brejnev, et jusqu'à Gorbatchev, Staline au cinéma, c'est l'artisan de 1945, de la victoire. Et on voit notamment Staline négocier, discuter, faire... Historien du cinéma, c'est ça. Avec les Occidentaux, avec le président Truman, notamment, pendant la conférence de Potsdam. On le présente comme étant un homme qui défend les intérêts de son pays. Un patriote. Le cinéma va servir à la diffusion de ce culte de la Grande Guerre patriotique et donc, indirectement, faire vivre Staline. 75. Ah, l'URSS commence à tirer la langue, là. À 18 ans, Brejnev. La réalité vécue par les citoyens soviétiques ne semble pas prendre le chemin du paradis communiste promis par Lénine. Le plus grand succès cinématographique de la période n'est pas un film de guerre, mais une comédie de Eldar Riazanov. Le film tourne en dérision, dès le générique, la standardisation et l'embrigadement de la société. Sur la place rouge, les défilés se répètent à l'identique. Année après année,
et la moyenne d'âge du Politburo dépasse les 70 ans. Quel bel exemple pour les caisses de retraite. Le parti continue de contrôler étroitement l'économie et la société. C'est comme Komsomol, jeunesse communiste. Ou presque. L'adhésion au slogan du régime est devenue une façade derrière laquelle on échange, sous le manteau, des textes interdits et des blagues sur les dirigeants. On n'exécute plus les opposants. On les enferme dans des hôpitaux psychiatriques. On les place en résidence surveillée ou on les expulse hors d'Union soviétique. C'est ce qui arrive à Solzhenitsyn, qui a publié à l'Ouest L'archipel du Goulag. Une enquête implacable qui détaille le fonctionnement de ce qu'il appelle l'industrie pénitentiaire soviétique. Brejnev meurt. Lorsqu'en 1982, le corps de Léonid Brejnev rejoint celui de Staline au pied du mur du Kremlin, le système est à bout de souffle. Ah bah carrément. Ni Yuri Andropov, ni Konstantin Tchernenko, qui lui succèdent à des âges avancés, ne parviennent à résoudre les problèmes économiques et sociaux. Andropov, il est très très important dans l'évolution de ce que sera l'URSS et de ce que va faire Gorbatchev. C'est vraiment le mentor de Gorbatchev, Andropov. Alors lui, il était déjà relativement âgé. C'est quelqu'un qui savait que le système soviétique était à bout de souffle, qu'il fallait le réformer de l'intérieur, notamment d'un point de vue économique, politique, etc. Et Gorbatchev va beaucoup s'inspirer de ces principes que Andropov a mis en avant. Et donc, bon, Andropov est mort après Brejnev parce qu'il était déjà aussi assez vieux également. Comme en 1953, un changement semble inévitable et, comme en 1953, c'est un retour critique sur la période stalinienne qui permet au nouveau leader, Mikhail Gorbatchev, d'incarner ce changement. Ah. Массовым репрессиям подвергались многие тысячи членов партии беспартийных. Такова, товарищи, горькая правда. Был нанесен серьезный ущерб делу социализма и авторитету партии, и мы должны прямо сказать об этом. Вина Сталина и его ближайшего окружения перед партией и народом за допущенные массовые репрессии и беззакония огромна и непростительна. Это урок для всех. Ça a été un moment historique, évidemment. C'est sûr. Pour la première fois depuis Khrouchtchev, un dirigeant soviétique, secrétaire général du parti, déclarait qu'il y avait eu des victimes. Et même qu'il y avait eu des milliers de victimes, ce qui était très en dessous de la vérité. Mais il a ouvert la porte aux chercheurs pour qu'ils découvrent les vrais chiffres. Une ouverture des archives. Et après cela, il a été possible de trouver des survivants prêts à raconter leur histoire. C'est un nouveau dégel qui commence. On lui a donné un nouveau nom, la perestroïka. Ce tournant politique permet à un groupe de militants et d'historiens moscovites de créer l'association Mémorial, présidée par Andrei Sakharov. Sakharov encore. Ils réclament la réhabilitation complète des victimes du stalinisme, veulent promouvoir une société fondée sur le respect des droits de l'homme et prévenir le retour du totalitarisme. Leur première action publique majeure a eu lieu à la fin octobre 1989 pour le jour des prisonniers politiques. Ils ont organisé une chaîne humaine autour de la Loubianka, le bâtiment du KGB, en brandissant des bougies pour commémorer les victimes. Et la chaîne n'a pas été brisée. La police était là, mais elle a laissé faire. Et ça, c'était un signe très important, le signe que le passé ne pouvait plus être nié. En 1990, leur action, probablement la plus marquante, a été la création d'un monument à la mémoire des victimes de la terreur soviétique en plein cœur de Moscou, juste en face de l'immeuble du KGB. Mémorial s'est ensuite agrandi pour devenir un formidable fonds d'archives contenant des milliers de documents de mémoire et d'histoire personnelle. Et c'est aussi devenu l'organisme de recherche le plus réputé sur le stalinisme.
Ce n'était pas assez de nommer seulement les victimes. Ils voulaient aussi chercher les coupables, ce qui était évidemment une question politiquement très dangereuse. Mémorial entame alors un vaste travail pour documenter la terreur stalinienne. Pour retrouver l'histoire et les corps des victimes qui reposent toujours dans de multiples fosses communes aux abords des grandes villes. Миллионы погибли, безвинно. Теперь мы все это видим уже своими глазами, и это не может оставлять нас спокойным ни на одну минуту. Живите ж 1000 лет, товарищ Сталин, и как бы трудно не было здесь мне, я знаю больше. Plus rien ne semble interdit. On raconte les répressions staliniennes, on se moque des figures sacrées du pouvoir soviétique, on évoque, thème tabou entre tous, le parallèle entre massacre stalinien et nazi. Et on commence même, timidement, à ouvrir la porte des archives aux historiens occidentaux. L'ouverture des archives, c'est quelque chose de formidable pour tous ceux qui travaillent sur l'histoire de l'URSS, qui avait été faite quand même pendant 70 ans, sans archives ou presque. En fait, j'arrive dans les archives début 91. C'est encore l'Union soviétique. La première année où je suis étudiante en thèse là-bas, j'ai une carte d'étudiante soviétique. Les archives en fait s'ouvrent, mais on est encore dans un cadre où il y a évidemment aucune pratique de l'aide aux chercheurs qui vient. On a donc un monde des archives qui a l'habitude simplement de conserver les archives, mais pas de les donner à lire. Et c'est ça qui va petit à petit évoluer avec donc une ouverture plus massive en 92. C'est énorme là. Le 25 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev s'adresse solennellement à l'ensemble des citoyens soviétiques. C'est quoi cette ouverture des archives quand vous arrivez comme ça sur un pays qui a été fermé pendant des décennies, avec des archives qui ont été très peu utilisées, et donc vous êtes historien et vous plongez dans ce bain-là, mais c'est un sentiment qui est énorme. Énorme. Quand vous êtes face à des fonds d'archives qui n'ont pas été utilisés ou qui ont été cachés ou qui s'ouvrent, après il y a un boulot de dingue parce que forcément on ne tombe jamais sur le bon document, ça demande beaucoup de travail et de recherche. Hein. Et là franchement je pense que c'est vraiment des choses qu'on voit très peu dans une vie, ça. Quelques mois auparavant, après un putsch raté de communistes opposés aux réformes, Boris Yeltsin est devenu président de la République de Russie. Oh putain, une catastrophe. En décembre, il a signé avec l'Ukraine et la Biélorussie un traité qui donne naissance à une communauté des États indépendants, destinée à remplacer l'Union soviétique. Bienvenue à toi. В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств c'est quand il a... Moi je m'en souviens, le gamin, de l'avoir vu à la télé, ça. Sur France 3. Où il annonce sa démission. C'est la tragédie d'un homme qui a fait l'histoire qu'il ne voulait pas faire. Et le 24 décembre, quand on a un soldat soviétique de l'armée rouge qui monte sur le toit du Kremlin, qui descend le drapeau soviétique et qui le remplace par le drapeau russe. Ça, c'est un événement, mais comme ma génération, la chute du mur de Berlin et ça. Le système a implosé et Gorbatchev s'est retrouvé comme un roi sans royaume. On voit carrément. Hein. L'Union soviétique a donc cessé d'exister et la rupture avec le passé se veut totale. On se débarrasse des symboles de l'ère soviétique en même temps que de ses fondements idéologiques. L'économie bascule vers le capitalisme sauvage
Et Boris Yeltsin, qui réclame l'interdiction du Parti communiste, fait voter une loi qui déclassifie tous les documents ayant servi de base aux répressions. Oh putain, oui, d'accord. Les historiens profitent aussi de cette ouverture. Ils se retrouvent devant un océan d'archives inexplorées. Ça, c'est un truc de fou, ça. Le travail. 92, c'est vraiment une année bénie pour les historiens parce qu'on n'a pas encore des lois qui régissent ce qu'on a le droit de voir et ce qu'on n'a pas le droit de voir. Dans les archives, on découvre notamment ce qu'on appelle les opérations de masse de la Grande Terreur, c'est-à-dire qu'en juillet 1937, le chef de la police politique de l'époque du NKVD, Yezhov, en lien avec Staline, déclenche des grandes opérations ultra secrètes. Elles ont toutes des numéros, comme pour les espions. Donc, par exemple, on a le décret 00447. C'est énorme. Et il s'agit donc d'éliminer ce qu'on appelle à l'époque tous les éléments socialement nuisibles. Un vaste mélange de criminels, d'opposants politiques, d'ex-opposants politiques et d'ex-catégories sociales jugées hostiles au projet communiste. Toutes ces opérations de masse, elles s'organisent de manière ultra centralisée avec des quotas par région et par république. Oh putain. Des quotas avec deux catégories. La première catégorie, arrestation. Deuxième catégorie, exécution. Donc c'est déjà décidé. On aura 1,5 million de personnes arrêtées en chiffres ronds et 700 000 exécutions. Ah, l'organisation communiste, la planification des meurtres de masse, en indiquant combien de personnes doivent être tuées à l'avance. Hein. Donc attention. Donc là, ça encourage bien entendu, je pense, à dépasser les chiffres qui sont fixés. Donc énorme quoi. Là, et donc vous trouvez ça dans un fonds d'archives, ce document-là que vous recoupez avec d'autres, et vous avez la toile tentaculaire du système répressif. Mais ça, en tant qu'historien, quand on tombe sur des documents comme ça, qu'on arrive à faire parler, mais c'est fou. Ça, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire la dimension ingénierie sociale, volonté de purifier la société de tout ce qui était considéré comme non conforme au projet soviétique. Les archives permettent de rendre un visage aux victimes de Staline. Putain. Des visages disparus un matin et jamais réapparus avant que l'association mémoriale ne retrouve et ne classe ces photographies d'identité prises par les agents de la police politique. Oh là, c'est glaçant. Les archives permettent aussi d'établir l'ampleur de la répression. Pendant la période stalinienne, 25 millions de personnes, un adulte sur 6, ont connu le camp ou la déportation. Ah, moi je disais 18 millions. Plus d'1 million ont été exécutés. Plus d'1 million ? Et voilà, on arrive à l'époque actuelle. Nous sommes le 9 mai 2022 et la Russie, en guerre contre l'Ukraine, commémore la victoire de 1945. Celui qui préside le défilé s'appelle Vladimir Poutine. Ancien colonel du KGB, puis directeur des services secrets, il est à la tête de la Russie depuis plus de 20 ans. La musique sur laquelle les soldats défilent n'est pas non plus une nouveauté. L'URSS. On est revenu depuis 2000 à l'hymne soviétique composé en 1939. Ah mais carrément. Le rythme a un peu ralenti et les paroles ont changé. Ils ont changé, ils ont mis Russie plutôt que URSS. Dieu et la patrie éternelle ont pris la place de Staline et de Lénine. Ils ont recalé le chant national sur le chant soviétique. Le rapport que le nouveau pouvoir russe entretient avec la période stalinienne est pour le moins ambigu. Non. Oh, tout de suite. Ces documentaires occidentaux. Là. Oliver Stone l'interrogeait sur Staline en 2015. Vladimir Poutine adoptait une position qu'il voulait équilibrer. Сталин был продуктом своей эпохи. Мне кажется, что il n'y a pas d'un système. Демонизация Сталина – это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и на Россию. Вот показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. C'est fou quand même. Какие-то родимые пятна. Ну и что?
Конечно, наверное, что-то в сознании чего-то остается. Но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма. Ah ouais, pas les oublier. Il va vite changer de pied là-dessus. Hein. Поэтому это сложная фигура в конце жизни, я думаю, что. C'est glaçant là, quand on sait la suite. Hein. Nесмотря на все оговорки, en dépit de toutes les réserves émises par Poutine sur les crimes commis sous Staline, все равно определяющим ce qui reste déterminant pour lui à propos du stalinisme, c'est la notion de tâche de naissance. чего-то, что является C'est-à-dire неинородным телом. quelque chose qui n'est pas un corps étranger, mais qui fait corps avec l'histoire de la Russie. Bah, qui fait partie du système soviétique surtout. Hein. Le régime soviétique était fondé sur la terreur de masse et la persécution de son propre peuple. Mais pour le gouvernement russe actuel, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est de marquer la continuité avec l'Union soviétique. En 2020, ça a d'ailleurs été officiellement inscrit dans la nouvelle constitution russe. En juillet 2020, une série d'amendements constitutionnels proclame en effet que la Fédération de Russie est le successeur de l'Union soviétique, qu'elle honore la mémoire des défenseurs de la patrie et protège la vérité historique. Il n'existe aucun autre cas où une constitution spécifie que l'État défend la vérité historique. Le ministère de la vérité est une idée obscurantiste, tirée du roman d'Orwell, 1984, qui n'est compatible ni avec l'état de droit, ni avec les principes définis par le droit international. Dans la Russie d'aujourd'hui, l'État est à la fois l'auteur de l'histoire et le gendarme de l'histoire. Créée en 2012, la Société d'histoire de la Russie est présidée par Sergueï Narishkin, qui dirige aussi le renseignement extérieur. Cette institution a été chargée d'écrire un standard historique et culturel auquel doivent désormais se plier tous les manuels scolaires. Incroyable. On y découvre une histoire soviétique où la place du goulag et du système répressif est réduite au profit des aspects positifs. Modernisation de l'économie, victoire sur l'Allemagne nazie, etc. Staline y est décrit comme un manager efficace, à qui revient une place importante dans l'histoire glorieuse de l'URSS et de la Russie. Comme à l'époque stalinienne, c'est aujourd'hui l'État qui écrit l'histoire de la Russie. Et pour reprendre l'expression de l'historien Nicolas Werth, c'est Vladimir Poutine, son historien en chef. À la veille de l'invasion de l'Ukraine, il revient sur l'ancienne querelle entre Staline et Lénine. Staline voulait un État centralisé, mais Lénine, lui, a imposé une vision plus fédéraliste. L'Union soviétique est composée de républiques indépendantes, enfin, en théorie. En théorie, hein. Исторических судеб России и ее народов, ленинские принципы государственного строительства оказались не просто ошибкой. Это было, как говорится, гораздо хуже. Ah bah il tue Lénine lui maintenant. После развала СССР в 1991 году это стало абсолютно очевидным. Sans le choix fédéraliste de Lénine, explique-t-il, l'Ukraine n'aurait pas pu faire sécession. L'État ukrainien n'aurait même pas dû exister. Incroyable, incroyable ce lien avec l'histoire. Которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича. La négation de l'existence nationale de l'Ukraine, là, et c'est incroyable, en fait. Ça, c'est des éléments qu'on a peu dans le discours actuel de cette guerre d'invasion, en fait, à l'Occident. C'est-à-dire, il y a une vision quand même derrière, alors qu'il y a une négation de l'Ukraine, ça, c'est pas trop étonnant. Mais c'est vraiment structuré dans l'esprit de ceux qui font cette guerre d'agression, quoi. Et en fait, ce qui est quand même fou, c'est qu'en 91, ce qu'il oublie de dire, le coco, là, c'est le cas de le dire, il y a eu une reconnaissance de la Russie, des frontières de l'Ukraine, et notamment l'échange des armes atomiques qui étaient sur le sol ukrainien pour être transférées directement en Russie.
Les Ukrainiens, ils avaient bien autre chose à faire que gérer des armes atomiques. Hein. Mais il y a eu une reconnaissance officielle de leurs frontières. Donc là, de remonter en 17 que c'est la faute de Lénine, etc., qui a constitué ça. Et c'est nier aussi la culture ukrainienne, quoi, qui est le fondement d'une culture nationale, quoi. Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными. Ça y est, il est historien. А сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них... Comme il est blasé, le gars. Вы хотите... Incroyable. Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины... Ah ouais, mais ça glace le sang. Hein. J'avais pas souvenir de ce discours. Hein. À côté de l'État historien, l'État gendarme. Plusieurs lois mémorielles pénalisent les discours non conformes au récit officiel. Ah mais carrément, bien sûr. Carrément. L'attaque des Titans, c'est une relecture de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Quant aux activités de l'URSS pendant la guerre. La société civile russe, quel courage. Après des années de pression et d'intimidation, les autorités ont obtenu de la justice russe la dissolution pure et simple de l'association mémoriale. C'est incroyable ça. Comme quoi, hein, quand vous avez un pays qui est une démocratie, qui n'a pas réglé ses comptes avec son passé, comme cette démocratie peut être que fragile, quoi. Et là, l'exemple de la Russie, moi, c'est vraiment l'exemple qui m'étonne le plus. C'est-à-dire qu'un pays qui a connu des bouleversements énormes, très rapidement, qui s'est reconstruit sur de nouvelles bases, qui étaient quand même pas les plus stables possibles, et comment un régime autoritaire revient sur le devant de la scène et rebalaye ce passé-là et finit par finalement couper toutes les branches dissidentes. Et ça, ce mémorial, quand il était fermé, quoi, pour beaucoup d'historiens, c'est vraiment un signal glaçant. Parce qu'une dictature s'instaure toujours en s'occupant du passé et en s'occupant de l'histoire en particulier. Mais pour revenir sur toi, Mimi, là, tu as raison, l'attaque des Titans, la relecture derrière de la Seconde Guerre mondiale et des persécutions de cette logique de détruire des populations, ouais. Bien sûr, c'est un parallèle qu'il faut avoir en tête quand on lit ce très bon manga. Hein. Ah, c'est celui qu'on voyait au début là, donc il a quitté la Russie. C'est lui. En dépit du fait que l'Union soviétique n'existe plus depuis longtemps, son héritage politique et ses méthodes autoritaires sont toujours présentes, malheureusement, dans la Russie actuelle. Les violations massives des droits humains aujourd'hui résultent de l'absence d'un travail de mémoire quant au passé totalitaire soviétique. Et ça, c'est vraiment un élément aussi qu'on peut élargir à d'autres pays. Hein. L'Allemagne qui a eu une dénazification après la Seconde Guerre mondiale, alors qui n'a pas été la plus totale, mais cependant qui a quand même été en partie faite. On a quand même une logique sur le passé côté allemand qui est vraiment claire et nette. Hein. Le Japon, ça a été plus compliqué, et ce qui explique de nos jours toujours ce louvoiement du gouvernement japonais sur ces questions mémorielles, et notamment que ce soit les femmes dites de confort, donc qui étaient des esclaves sexuels de l'armée impériale, qu'elles soient coréennes, qu'elles soient même aussi, il y a eu aussi des européennes, ou qu'elles soient bien sûr chinoises, majoritairement. Ça, c'était toujours un élément qui est dans le discours officiel japonais, qui, voilà, on louvoie là-dessus. Et puis les massacres et les crimes de l'armée impériale qui ont été reconnus à demi-mot, mais sans pour autant une réflexion dessus, à un tel point que de nos jours au Japon, dans le sanctuaire de Yosukuni, où vous avez donc des soldats de la Seconde Guerre mondiale, donc des tombes de soldats qui sont des tombes. C'est un site funéraire pour les soldats japonais morts au combat. Et dans ce monument-là, ce temple-là qui a été porté par une association nationaliste japonaise, vous avez 13 tombes qui sont des criminels de guerre de l'armée impériale. Et à chaque fois que vous avez un officiel japonais, notamment un premier ministre qui essaye de flatter ce discours nationaliste, il va dans ce sanctuaire-là et forcément il rend hommage aussi à ces 13 criminels de guerre. Donc imaginez, c'est comme si de nos jours, vous aviez
un sanctuaire religieux en Allemagne, et puis dedans, vous avez des tombes de la SS, etc. Tranquille, quoi. Et ce qui crée beaucoup de tensions avec les pays voisins, qui utilisent aussi ces éléments-là pour des questions de politique intérieure, je pense à la Chine, mais il n'empêche que le côté mémoriel, on voit comme il a été quand même bâclé. Et en France, oui, il n'y a aucun pays, si vous voulez, qui a une... comment dire, serait un chevalier blanc en quelque sorte. Nous, la question de la guerre d'Algérie, en l'occurrence en France, elle a été compliquée, elle l'est moins, même si on a des relents, des réactionnaires actuellement sur cette guerre-là et puis sur d'autres conflits, avec une relecture de l'histoire quand on entend que des personnalités politiques indiquent que le régime de Vichy, finalement, c'était pas si mal, et que Pétain, c'était finalement un résistant qui a sauvé des Juifs. Spoil, non, non, pas du tout. Au contraire, il a aggravé la situation des Juifs en France, et puis il a bien travaillé main dans la main avec les Allemands. Alors Pétain et son gouvernement, Laval en particulier. Mais c'est vrai que ces questions mémorielles, quand on voit comme elles reviennent sur le devant de la scène, et si le pays n'est pas stable et n'est pas un pays démocratique avec des logiques démocratiques qui permet une expression libre, et puis du discours contradictoire, et puis bien sûr basé toujours sur des preuves, des sources, etc., et bien progressivement, en fait, l'histoire, on lui fait dire n'importe quoi, et on en arrive vers ce qui se passe en Russie actuellement, quoi, et qui est vraiment glaçant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est vrai que là, ce reportage, il agite tellement de questions sur comment on fait l'histoire et comment ce message historique, et puis c'est peut-être des questions que j'ai actuellement au vu de la situation la période qu'on est en train de traverser en France, et pas qu'en France actuellement, on a un retour comme ça sur des périodes historiques, sur une manipulation des faits historiques et une attaque contre la science. Et ce qui se passe aux États-Unis, je pense que Mimi, tu pourras en témoigner, mais où on a vraiment une attaque sur l'aspect scientifique qui est vraiment très inquiétant, parce que ça annonce parfois des choses encore plus graves. Hein. Et pourtant, on est là, je vous parle de pays qui sont réputés pourtant pour être des démocraties. Hein. Mais là, je pense que la Russie, vraiment, c'est un bon exemple d'une mémoire mal travaillée, mal étudiée. Voilà ce que ça donne. Toute la question, c'est en fait la continuité ou pas de l'État. Si on prend l'exemple de la Stasi, Allemagne de l'Est, de la police politique de la RDA, elles sont grandes ouvertes. Parce qu'il n'y a pas de continuité. La RDA, elle est terminée. Il n'y a pas de continuité étatique. Dans le cas de la Russie, sous Yeltsin, il y a eu vraiment, à un moment donné, une volonté d'établir une rupture claire entre l'État soviétique et le nouvel État russe, finalement dans une logique de rupture complète par rapport au passé. Depuis, on a bien compris qu'il y a le retour en force d'une continuité. Que l'État d'aujourd'hui en Russie est dans la continuité de l'État soviétique. Ah mais carrément. Et de ce fait, le passé ne peut pas être complètement éclairci parce que on en est responsable d'une certaine manière. Le résultat de cette ambiguïté persistante de l'État et des médias officiels, c'est qu'en 2019, 70% des Russes considèrent que Staline a eu un impact globalement positif. Oh, incroyable. Un score meilleur que ceux de tous ses successeurs à la tête de l'Union soviétique et de la Russie. Le travail à faire. 70 ans après sa mort, la question reste posée. Vous imaginez le travail mémoriel encore à faire là-dessus. Hein. Tellement qu'il y a de la manipulation sur cette histoire-là et qu'il y a une volonté de la nettoyer et de lui enlever les éléments les plus douloureux pour les mettre sous le tapis. Et finalement, comment on arrive à recréer une image positive autour d'un personnage qui, quand même, est l'un des plus grands criminels du XXe siècle, quand même. Et c'est hallucinant. La responsabilité que portent les élites de ces pays actuellement dans cette question-là. Et comment vous voulez construire je pense toujours à un historien, je crois que c'est un historien arménien, j'ai oublié son nom, qui parlait du génocide arménien, justement. Donc, élément ô combien sensible entre les relations entre la Turquie actuelle et l'Arménie. Et donc, génocide fait par l'Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale. Et en fait, il appelait cela le crime du silence. Cette volonté de ne pas comment dire, de ne pas indiquer ce qui s'est passé, de ne pas le travailler, de ne pas faire du travail d'historien, de discussion, de savoir ce qui s'est passé pour pouvoir le présenter et surtout ne pas l'oublier, mais en fait, on a abouti à un gigantesque mensonge, en fait.
Et en fait, comment un État peut se construire, par exemple pour la Russie, sur cet élément-là, en fait, qui est complètement fantasmé autour du personnage, où on a nettoyé ce qui pose des problèmes pour garder que ce qui peut plaire, et on met de côté, bien sûr, les victimes. Alors tout à l'heure, ils indiquaient entre 20 et 25 millions de personnes qui ont été déportées dans les goulags, et le nombre de morts, alors 1 million de morts, mais je crois que j'ai mal compris dans le documentaire, mais c'est beaucoup plus. C'est plus de 10 millions de morts au moins, le système soviétique. Et dans les chiffres que j'avais trouvés, il faudrait que je retrouve, là je relise parce que j'ai vu quelques sources, donc aux alentours, entre 10 et 17 millions, mais 17 millions ça me semble peut-être beaucoup. Mais bon, cependant on est quand même sur des chiffres qui sont très explosifs. Alors après, est-ce que vous mettez dedans, dans ces chiffres qui sont complètement fous, les victimes de la Deuxième Guerre mondiale, alors même si c'était une guerre contre les Allemands, mais bon, le rôle de Staline dans la désorganisation de l'armée soviétique, les répressions au sein de l'armée rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale pour que les soldats se battent et ne reculent pas, avec donc des exécutions de masse et autres, est-ce que ça fait partie du système soviétique en tant que tel? Voilà, certains historiens les mettent dedans, d'autres disent bah non, c'était un contexte de guerre, bon, enfin bref. Mais on est sur des chiffres qui sont astronomiques. Il y a cette idée que ce qui est fait, que les questions d'histoire appartiennent au passé, que nous devons aller de l'avant, penser aux problèmes d'aujourd'hui au lieu de fouiller dans les archives. Mais c'est une illusion. Carrément. Parce que l'histoire de notre pays, comme d'ailleurs celle des autres pays, montre qu'un passé douloureux, qu'on refuse de regarder en face, se reproduit dans le présent. Mais c'est tellement ça. Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет: я знаю, как надо, кто скажет: идите, люди, за мной, я вас научу, как надо. Он пройдет по земле железной. Je pense qu'il est inutile de dire dans quel pays on se trouve là. Ее в крови, и наврет он такие враки, и такой наплетет рассказ, что не раз тот рассказ в бараке вы помянете в горький час. Гоните его, не верьте ему, он врет, он не знает, как надо.